merci Patrick Turmel qui a mis la table pour une présentation ancrée dans ce qu'on ne sait pas si c'est un lieu physique. La presse écrite, si on ne sait pas si c'est un lieu physique de l'espace public. On s'interrogeait. Pour moi, c'était physique. Pour Patrick, ça ne l'était pas. Alors, un ancrage plus proche de notre expérience en communication. Vous l'avez lu, Pierre-Paul Moreau est l'éditeur du Soleil, et au Soleil en journaliste depuis 36 ans. OK. Oui. Alors, je lui cède la parole. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin. C'est toujours avec plaisir que je reviens ici, puisque j'ai étudié ici. Ça fait déjà un moment. La plupart d'entre vous n'étiez pas au monde au moment où j'ai commencé en journalisme. Alors, c'est ça, 36 ans. Mais en fait, j'ai commencé avant ça. J'ai commencé en 1975 à La Tuque. J'ai travaillé à l'Écho de La Tuque, un hebdomadaire. Ensuite, correspondant pour le Nouvelliste de Trois-Rivières, correspondant à La Tuque. Et ensuite, je n'avais pas complété encore mon bac ici. Et je travaillais déjà pour le Soleil. En bref, au Soleil, je suis entré au sport. Je suis allé en politique municipale pour couvrir le maire Pelletier à l'époque. Je suis allé ensuite correspondant parlementaire à Ottawa pendant 8 ans. Les années du gouvernement de M. Mulroney, des années vraiment très riches, très denses. Je suis revenu et je suis allé de la politique aux arts. J'ai fait du général. Je suis devenu chef de pupitre. Ça, c'est la carrière de cadre qui commence. Alors, chef de pupitre, directeur des pages économiques, chef des nouvelles, directeur de l'information, directeur de l'éditorial et rédacteur en chef. Et le titre qu'on me donne officiellement, c'est éditeur adjoint, alors responsable de l'ensemble du journal et VP Information. Alors, c'est la petite introduction. Je suis content d'être ici et l'invitation du professeur Martel me fait faire un petit recul dans le temps. Vous savez, quand on est dans la pratique, on ne réalise pas le chemin parcouru. Hein? On avance parce que les événements nous bousculent, puis les choses changent, puis on s'en rend plus ou moins compte. Quand j'ai commencé en 1975 et même en 1977 au Soleil, il n'y avait pas d'ordinateur. Il y avait encore des gens qui, par exemple, envoyaient les résultats de courses de chevaux dans une enveloppe avec un 5 piastres dedans. Alors, ça nous ramène dans le temps. On prenait le 5 piastres, on le remettait dans l'enveloppe, on le retournait, remarquez. Et je me souviens qu'à l'époque, on pouvait envoyer des textes, les journalistes pouvaient envoyer des textes de l'étranger par bellinographe. Alors, vous partiez avec une machine à écrire d'une main et un bellinographe qui pesait à peu près, je ne sais pas moi, 15 kilos, une vingtaine, trentaine de livres. Et le bellinographe, c'est un cylindre. Alors, vous tapiez ça sur une feuille 8,5 par 11, vous mettiez ça sur le cylindre, et puis ça pouvait prendre 10 minutes, le temps que ça tourne. C'est un signal lumineux qui suivait ce qui était écrit, puis à la fin, on entendait une sonorité, bip, puis là, c'était terminé, on prenait le téléphone, puis il disait « Puis, ça a-tu marché? » Il disait « Non, on recommence. » Alors, c'était l'époque. Alors, quand on regarde aujourd'hui, ma fille est en Australie, on se parle sur Skype, on s'envoie des textos, des mails, on ne parle pas du même monde. Alors, quel voyage dans le temps en 40 ans, c'est assez fascinant. L'invitation du professeur Martel m'a aussi forcé à théoriser un peu une pratique avec des mots peut-être un peu gauches, mais enfin, vous m'en excuserez, puis on en discutera pour qu'on se comprenne lors de la période des questions. Alors, je m'excuse auprès de vous qui êtes des gens de l'image, du vidéo et tout ça. Je suis sur papier. J'ai décidé de mettre mes énergies. Je n'ai pas beaucoup de temps disponible. Alors, j'ai décidé de mettre mes énergies sur le contenu plutôt que sur son habillage. Vous m'en excuserez. Je vais essayer d'être assez vivant pour pas que vous vous endormiez complètement. Alors, je suis passé pour parler du voyage que cette invitation-là me fait faire. Je trouve que nous sommes passés en 40 ans d'un âge d'or, c'est-à-dire que c'était un journalisme très dualiste que l'on pratiquait, mais qui était puissant, à mon avis. Et nous sommes aujourd'hui à un journalisme complexe, technologique, qui n'a aucune frontière et qui est
éminemment vulnérable, à mon avis. Alors, vous allez voir pourquoi je dis ça. Si on explique pourquoi c'était l'âge d'or, je dirais simplement qu'il y avait peu d'acteurs, on avait un accès simple à ces acteurs-là, on avait des moyens financiers énormes, on pouvait faire de la recherche, on était très nombreux. Au Soleil, il y avait 165 journalistes quand je suis entré. Il y en a 62 maintenant. Alors, 165 journalistes, ça vous donnait du temps pour écrire, ça vous donnait du temps pour fouiller et du temps pour réfléchir, forcément. Est-ce à dire que ce qui se faisait jadis était nettement meilleur que ce qui se fait aujourd'hui? Je ne tirerai pas cette conclusion pour autant. Je dirais qu'aujourd'hui, les outils nous permettent d'aller très rapidement confronter ce qui a été dit il y a 6 mois, 1 an, et de dire « Hey, votre engagement, monsieur, je m'excuse, là, mais j'ai trouvé ça en 10 secondes exactement. Je suis allé sur Eureka, puis votre déclaration est là, puis c'est pas ça que vous disiez du tout. » Alors qu'avant, il aurait fallu que je fouille dans... Je me gardais des dossiers, etc. Mais là, tu fouilles, puis là, tu ne le retrouves pas. Tu dis, comment ça, je ne l'ai pas découpé, celle-là, etc. Bref, la pratique, aujourd'hui, est plus simple et en même temps, elle est éminemment complexe dans le sens où on fait face à ce que j'appelle le mur communicationnel. Alors, théoriquement, la communication, c'est l'échange, mais aujourd'hui, la communication, c'est le blocage, parce que des communicateurs, il y en a partout. Pour 62 journalistes au Soleil, mettons que j'additionne tous les journalistes qu'il y a à Québec, puis je rends à 300, devant eux, juste à l'Assemblée nationale, il y a probablement 3000 communicateurs qui jouent sur le message, qui influencent le message et qui aseptisent le message au point où il en devient d'une banalité et d'une neutralité sans grand intérêt. Alors, donc, on a fait, à mon sens, un grand voyage. On continue de pratiquer un journalisme qui a du sens, à mon avis, et qui est pertinent. Alors, on se replace quand même dans le contexte du séminaire sur la parole publique. Le professeur Martel m'a soumis un certain nombre de questions auxquelles je vais essayer de répondre. À qui appartient, dans un média comme le mien, la parole publique, qui l'utilise, à quelle fin, c'est quoi les thématiques qu'on aborde, les contraintes, l'évolution des contenus, l'influence sur les formats et aussi des phénomènes comme l'infotainment, la peopleisation. J'ai ajouté le contenu commandité, la médiatisation de l'individu privé. Alors, j'aimerais, avant qu'on aille plus loin, qu'on s'entende sur ce dont on parle. Et ce dont on parle, bon, la parole publique, pour moi, en tout cas, la parole publique, c'est un discours qui est diffusé dans un espace public. Moi, je suis à la tête d'un média, et des médias, il y en a de tout type. Les médias, ce sont des entreprises d'information et de divertissement, et celles qui sont vouées plus particulièrement à l'information. Alors, je m'en vais toujours, je rétrécis vers mon cas particulier. Ces médias-là ont une particularité. Alors, médias d'information, qui dit médias d'information, dit travail dans l'intérêt public. Qui dit travail dans l'intérêt public, dit obligation vis-à-vis ce travail-là, des obligations de neutralité, des obligations de devoir aller chercher un ensemble de faits, de les vérifier, etc. Et ces obligations-là sont en contrepartie liées à des avantages. Vous savez qu'un journaliste, il a accès, il y a une garantie d'accès, pas tous les journalistes, mais il y a des journalistes qui ont une garantie d'accès, par exemple, au procès. S'il y a un procès important, vous allez avoir un espace qui est réservé pour les médias. Vous allez à l'Assemblée nationale, il y a une galerie de la presse, même chose à l'amphithéâtre, etc. Alors, oui, nous avons des obligations, mais en échange, nous avons aussi des privilèges qui ne sont pas anodins, mais théoriquement, qui sommes-nous? Nous sommes sur la place publique les chiens de garde de l'intérêt public. Est-ce qu'on réussit ça? Je vous laisse en juger.
et nous en discuterons. Alors, je continue ma petite pyramide pour être sûr qu'on s'entend sur ce dont on parle. Alors, je parlais de médias d'information privés et médias d'information publics. Alors, ça ajoute à mes obligations. Par exemple, dans le cas de Radio-Canada, on va demander à Radio-Canada de refléter la diversité culturelle canadienne. On a même demandé à l'époque de défendre l'unité canadienne. Alors, ce n'est pas quand même rien, hein? Ça vient influencer ta façon de travailler, peut-être un peu. Et dans le cas du Soleil, bien, une de mes obligations, c'est de faire des profits. Alors, ce n'est pas la responsabilité directe du rédacteur en chef, mais c'est pas loin. Ce n'est pas sa responsabilité, mais ça reste une préoccupation. Et ça l'est de plus en plus, puisque, comme je vous le disais, on est parti d'une époque que j'appelle l'âge d'or, tout simplement parce que c'était presque une machine à imprimer de l'argent, ça, le Soleil. Là. Le Soleil puis la presse, c'était quasiment une machine à imprimer de l'argent. Le seul lieu où les annonceurs pouvaient faire valoir leur marchandise, bien, c'était là. Hein? La télé, c'était oui, c'est devenu beaucoup plus fort, mais... Alors, si on fait un petit retour sur ce qu'a été le Soleil, ça existe depuis 118 ans. Puis en fait, ça existe même avant ça, parce qu'il y avait un journal qui l'a précédé qui s'appelait L'Événement. Et L'Événement, c'était les mêmes propriétaires, c'était le même groupe de journalistes avant ces 118 années-là. Et il a été mis à l'index par l'Église. Alors, les gens de L'Événement, il y a 118 ans, se sont réunis au Château Frontenac pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait, là? On est mis à l'index, puis personne ne va nous acheter parce que le clergé avait tellement d'importance. Et finalement, ils ont réfléchi, ils ont probablement pris un coup. Et le Soleil a fini par se lever, puis on dit, tiens, on va tout simplement changer le nom. Alors, L'Événement est devenu le Soleil il y a 118 ans. Alors, nous étions l'organe de propagande du Parti libéral il y a 118 ans. Puis que j'en voie pas un dit que ça n'a pas changé. Hein? Non, non, s'il vous plaît. Alors, il y a 118 ans, organe de propagande. Après la guerre, journal d'information généraliste. On est devenu la propriété de gens d'affaires prospères, de familles prospères. Et à un moment donné, au tournant des années 60-70, on est devenu une industrie. Et là, c'était des barons de la presse qui achetaient de multiples journaux qui faisaient des fortunes colossales avec ça. C'était, je vous le dis, une machine à imprimer de l'argent. Alors, le Soleil était assez gros, il était grand format. Aujourd'hui, il est de ce format-là, compact. Alors, on était grand format, journal d'après-midi. C'était si gros la fin de semaine que le petit camelot ne pouvait pas le mettre dans un seul assemblage. Il fallait qu'il assemble 2 séries de cahiers parce qu'il y en avait trop. Alors, ça, c'est le contexte de tout ça. Et là, c'est là que je commence à répondre aux questions qui m'ont été posées. Alors, on voit ce que c'est le Soleil. Le Soleil, c'est un médiateur de la parole publique. C'est un médiateur de ceux qui s'expriment. Alors, on est médiateur tout simplement parce que ça passe par la plume de quelqu'un d'autre, hein, bien que dans certains cas, par exemple dans les pages opinion, on puisse s'exprimer directement. Mais il y a quand même une médiation puisque c'est moi qui décide si ça va passer ou si ça ne passera pas. Hein? Il y a une petite difficulté. Évidemment, tout ce que je publie, même si ça ne vient pas de moi, même si je publie, par exemple, le syndicat des professeurs de l'Université Laval décide qu'il s'exprime dans mes pages et dit de quelqu'un qui est en direction que c'est un crétin, eh bien, il me poursuivra aussi comme il poursuivra le syndicat, etc. Donc, tout ce qui est publié, j'en suis co-responsable, donc je ne diffuse pas n'importe quoi. Alors, première question qui m'était posée. Oui, mademoiselle? Mais ce que vous venez de dire, ça me fait penser, c'est pas une sorte de censure. Ah, il y a nécessairement, vous avez raison, il y a nécessairement une sorte de censure, mais il y a une sorte de responsabilité. Tu sais, ça peut être, faisons l'hypothèse, là, le syndicat des cols blancs, je ne prendrai pas les professeurs, le syndicat des cols blancs de la Ville de Québec envoie une annonce,
Hein? Là, c'est une publicité. Envoie une publicité dans laquelle dit « Le maire Labaume est un crétin fini et un idiot ». Alors, le maire Labaume va poursuivre le Soleil pour véhiculer un message qui est injustifié selon lui. Alors là, on va se retrouver devant les tribunaux, et etc. On jugera s'il est idiot ou pas, mais enfin, bref, il a droit à sa réputation. Et moi, là, comme journaliste, j'ai dans mon code de déontologie, j'ai ça, l'obligation du respect de la notoriété des individus. Là, je ne peux pas dire n'importe quoi. Alors, mon journaliste, même un chroniqueur, là, on ne parle pas d'un médiateur, le chroniqueur là, qui s'exprime dans le Soleil, il ne peut pas dire n'importe quoi. Il peut être très critique, mais il ne peut pas dire n'importe quoi parce qu'on va en répondre. On a des obligations, puis c'est circonscrit tout ça. Le journaliste n'est pas un citoyen, c'est un citoyen qui a des droits spéciaux, mais il n'y a pas n'importe quel droit. Il est justiciable comme n'importe lequel des autres citoyens s'il excède ses droits. Mais on peut voir ça comme une forme de censure. Mais si le journaliste rapporte les propos de la personne, donc le journaliste ne fait que rapporter, il ne dit pas ce n'est pas son opinion. Ça, c'est une autre chose. Alors, tu sais, si je rapporte les propos de quelqu'un, si le président des cols blancs se fâche et dit « c'est un crétin fini », deux points, ouvrez les guillemets, ben, il va porter son fardeau, il vivra avec. Là. Ou l'inverse, le maire qui dit que le chef est un crétin. Alors, tu sais, disons qu'il y a une différence. Là, je dis, quand je publie quelque chose qui va au-delà de j'ai une co-responsabilité, peut-être que le tribunal va estimer que j'ai bien fait mon travail ou pas, mais je reste co-responsable de tout ce qui est publié. Et souvent, comme rédacteur en chef, les journalistes viennent me voir et disent « j'ai quelque chose de touché, hein? J'ai quelque chose de touché ». Alors là, c'est sûr que tu prends l'avocat et tu regardes ça pour être sûr que tu restes dans les limites de ton mandat, de tes responsabilités. Alors, je reviens à ma parole publique. À qui appartient-elle dans mon média? Qui possède la parole publique? Je dirais, théoriquement, tous les acteurs possibles qui sont pertinents à un enjeu d'intérêt public. Alors, tu sais, si moi, mon objectif, c'est la défense de l'intérêt public, c'est de faire en sorte que l'information, qu'il y ait une transparence, que l'information soit disséminée, tous ceux qui sont pertinents à un débat lié à ça ont accès. J'ai bien dit théoriquement. Ça a quand même une importance. Si on regarde qui a vraiment accès, parce que là, si on prend une feuille du journal, j'ai fait un exercice, j'ai pris l'édition du mardi 9 septembre et j'ai surligné tous les noms propres d'individus qu'il y a là-dedans. C'est un beau terrain que vous pourriez faire pour votre travail. Alors, si vous faites ça, si vous surlignez le nom, vous allez voir que j'en connaissais beaucoup, finalement, de ces gens-là. Il y en a que vous ne connaissez pas du tout. Madame Chiasson, pas Sophie, mais une autre, Madame Chiasson, non, je ne la connais pas. Sauf que si je lis à côté de son nom, procureur de la Couronne, bien là, tu dis, bien oui, c'est sûr, bien là, c'est ça. Alors, qui s'exprime, qui est présent dans le Soleil? Je dirais que très majoritairement, ceux qui sont présents représentent des organisations. Si j'étais en analyse critique des médias, je dirais c'est l'élite s'exprime. Alors, on est dans une strate où on a déjà du pouvoir et on est en mesure d'avoir accès à cet espace public qui est le quotidien, le Soleil et l'ensemble des médias en général. Sauf que, il faut faire attention, avoir accès, je n'ai pas dit contrôler, hein, parce que
il y a bien des visages publics, il y a bien des personnalités qui se retrouvent dans le soleil qui auraient tellement envie de ne pas y être. Hein? Je pense au pauvre ministre Bolduc, là, de ce temps-là, là, il peut se dire « Arrêtez de parler de moi, faites n'importe quoi. » Le ministre de l'Éducation, il n'en peut plus là, de faire parler de lui. Mais c'est ça. Alors, on a la capacité, comme citoyen, oui, d'avoir accès à ça. L'exemple le plus facile et le plus évident, et quand je pense à ça, je dis, voilà une démonstration forte. Madame Véronique Lalande, qui est une citoyenne de Limoilou, qui est une madame tout-le-monde, qui avait de la poussière sur son balcon, qui s'en est inquiétée, qui l'a fait analyser, qui s'est aperçu que ça pouvait bien venir du porc, puis que finalement c'était dangereux pour la santé, puis etc., etc. Alors, voilà un enjeu d'intérêt public, voilà un accès clair, net à mon espace public qui est celui du soleil. Donc, oui, en majorité, les acteurs prépondérants du discours public que je véhicule sont des personnalités, des membres de l'élite, des gens qui sont liés à des organisations, mais ça ne veut pas dire que ça passe, ce n'est pas un pipeline ouvert où ça s'en va direct dans les pages et il n'y a aucune analyse critique de ce qui est fait. Vous savez, la pratique d'aujourd'hui, je vous disais, elle est très différente en ce sens que on est en continu, on roule 24 heures sur 24. Moi, je n'ai jamais autant eu de versions de texte qu'aujourd'hui, parce que j'ai un breaking news pour parler le langage qu'on connaît. Alors, tu sais, dès qu'un journaliste arrive et on annonce quelque chose, tout de suite, là, il est sur Twitter, puis il y a un breaking news, puis... Et là, on alimente l'histoire, puis vous avez, à un moment donné, à la commission Charbonneau, c'était fascinant, là. Chaque phrase de Tony Accurso, presque, se retrouvait en direct sur Twitter parce qu'un journaliste l'avait tweeté. Donc, tu es en constante évolution. Donc, j'en reviens à mon pipeline ouvert. Ce n'est pas parce que le Conseil du patronat s'exprime dans les pages du Soleil que son message va passer... comme une balle. Non, il y a du monde, il y a des gens qui vont poser le journaliste comme médiateur de cette parole publique, eh bien, il la conteste, il la questionne, il la met en contexte, il va la faire, il la vérifie, et il y a tout un jeu qui s'articule autour de ça, qui fait que, finalement, elle est, et je reprends ce terme-là, qui est issu de celui de médias, est médiatisée. Elle n'est pas pure, elle n'est pas exactement ce qu'elle est à la base. Je disais donc ceux à qui appartient la parole publique, je dirais majoritairement aux organisations, majoritairement à des gens qui sont des acteurs du débat public et majoritairement des gens qui ont une influence sur la société. Jamais a-t-on eu autant de lobby, jamais a-t-on vu autant d'organisations. C'est fascinant. Là, aujourd'hui, moi, si je regarde le nombre de conférences de presse auxquelles nous sommes conviés quotidiennement, écoute, je passerais tous mes journalistes, puis il m'en manquerait, là. Ça n'a pas de sens. Alors, ce que je dis, c'est oui, la parole publique appartient surtout à ça. J'ajouterais, juste pour mettre un petit peu de piment dans l'affaire, la parole publique appartient aussi à son propriétaire, hein, du média. Lui aussi, il a accès à la parole publique d'une façon détournée, qui est la suivante, c'est que pourquoi est-ce que je mets du sport? Pourquoi est-ce que je mets des arts? Pourquoi est-ce que je mets de la maison? Pourquoi est-ce que je mets de la mode? Pourquoi je mets du resto? C'est parce que, oui, il y a peut-être un intérêt, mais tu sais, l'intérêt public, là, si je suis un média à la défense de l'intérêt public, la mode, oui, peut-être, là, mais c'est pas direct. Mais c'est surtout que
on recherche une audience. Qui dit audience dit possibilité d'amener des annonceurs. Et voilà, la roue de l'entreprise tourne, elle aussi, à travers cette sphère-là qui est mise à sa disposition. Alors, ça reste un entrepreneur, le propriétaire reste un entrepreneur, et l'entrepreneur fait fructifier son entreprise tout en ne perdant pas de vue son objectif principal, heureusement, à mon avis, parce que le morceau le plus charnu du soleil reste quand même l'actualité, c'est-à-dire, si vous prenez la première partie du journal, les 20-25 premières pages, ça reste là où c'est le plus dense, où c'est là où on a le plus d'effectifs de toute façon. Alors, je disais, pourquoi est-ce qu'il y a 16 pages de cahiers maison chaque samedi? C'est parce que j'ai des annonceurs immobiliers qui cherchent un environnement dans lequel ils vont être heureux. Voilà pourquoi il y a 16 pages de cahiers maison. Pas parce que ce n'est pas intéressant, le cahier maison, c'est très intéressant, mais disons que le lien est assez direct entre les deux. Alors, même si ça appartient aux élites, même si ça appartient aux organisations, ce n'est pas fou parce qu'elles ont une influence sur l'intérêt public. Alors, si le gouvernement s'exprime, conseil du patronat, les syndicats, les lobbies du pétrole, les lobbies environnementaux, etc., tout ce monde-là crée quand même un débat, crée quand même une tension qui est stimulante pour la société. Alors, oui, il peut y avoir des dérapages, tout ça, mais on reste quand même dans un débat qui est pertinent à notre objectif. Alors, est-ce qu'il y a place pour la parole citoyenne? La question est posée, la parole citoyenne. On a dit, bon, Mme Véronique Lalande, voilà une parole citoyenne. Mais c'est quoi exactement la parole citoyenne? Ça, je ne suis pas sûr là, que, tu sais, la résonance de ça, la parole citoyenne, c'est la même pour chacun d'entre nous. Si la parole citoyenne, c'est est-ce que l'individu, par exemple, Pierre-Paul Noreau, mais pas rédacteur en chef, Pierre-Paul Noreau, individu citoyen là, qui veut s'exprimer dans le journal, où il peut le faire par le carrefour des lecteurs, mais comme dirait madame, il peut y avoir une censure, c'est pas sûr qu'il va... J'en reçois 15 000 propositions à peu près par année. J'en diffuse à peu près le tiers, moins du tiers. Je suis pas capable d'en faire plus que le tiers, puis j'en diffuse dans le papier, puis j'en diffuse dans Internet, puis je ne diffuse pas la même affaire pour être donné la chance à plus de monde possible. Je suis pas capable ça me prendrait une équipe trop grande pour travailler les 15 000 textes, parce qu'en plus, on les corrige. On essaie de ne pas laisser de faute. Des fois, on synthétise parce que le propos est trop long. Et bref, il y a encore là médiatisation de ce qui est transmis, de ce qui est offert. Parole citoyenne, c'est quoi la parole citoyenne? C'est un individu, par exemple, les citoyens du quartier Saint-Sacrement qui voient les gros arbres se faire couper. Voilà, on va dire ça, c'est une parole citoyenne. Voilà. Ils se sont intervenus, puis ils ont eu accès, puis les journalistes sont allés les écouter. Puis on a envoyé des caméras quand ils ont coupé les arbres, puis etc. Ouais, d'accord. Est-ce que je sais pas moi, la fondation David Suzuki, on est-tu dans parole citoyenne? Quand c'est des environnementaux, c'est-tu citoyen? Puis quand c'est des propriétaires d'entreprises, ça ne l'est pas? Là, ça devient pas mal plus compliqué. Parce que les journalistes ne sont pas dupes non plus. La Fondation David Suzuki, puis Greenpeace, quand on affrète un bateau qui vaut 7 millions, peut-être qu'on est une organisation assez bien organisée, qu'on n'est plus vraiment de la parole citoyenne, même si on se préoccupe d'environnement, ce qui est un... Alors, est-ce que le sujet fait la parole citoyenne? Je ne pense pas. Alors, oui, le citoyen, à mon sens, peut avoir un accès à la parole publique, mais il y a bien des contraintes à éliminer avant qu'il réussisse à avoir accès. Ça nous amène... tu sais, je dis donc,
j'en avais là, des exemples de citoyens. Bon, des jeunes, on a eu dans le Soleil des jeunes qui se sont plaints qu'on fermait les patinoires à 21 heures pour faire des économies. T'sais. Alors ça s'est retrouvé dans le Soleil. Des gens qui dénoncent des crimes environnementaux, des déversements. Bon, on va faire jaser des gens sur le référendum en Écosse. Bon, il y en a une certaine portion. Est-ce que son impact et qui plus est sa pertinence est toujours... ça reste à démontrer. J'oubliais de dire, mais à propos de ceux qui sont présents, les acteurs principaux qui se retrouvent dans mon média, bien, pourquoi ils veulent être là? Bien, c'est, pour contrôler ce qu'on raconte. Hein. Ils essaient de contrôler un message, ils essaient de convaincre, ils essaient de vendre, ils essaient de se faire connaître, d'acquérir une notoriété. Ils essaient de créer un besoin. Alors, ils essaient. Je dis ils essaient. Ils ne réussissent pas nécessairement, mais ils essaient. Puis c'est un moyen privilégié. Vous savez, émettre un communiqué pour une organisation, c'est bien. Avoir un journaliste qui écrit sur le contenu du communiqué, c'est mieux. Avoir un chroniqueur qui dit que c'est excellent l'idée qui est défendue par le communiqué, oh bien là, par exemple, là, vous êtes A1, là vous avez marqué un gros prix. Là. La crédibilité qui est attachée au chroniqueur vient donner une valeur de... Tu sais, là, c'est le saut. Ça, c'est intéressant. Alors, c'est évident qu'il faut se méfier jusqu'à un certain point des intérêts liés, mais tu sais, à l'époque, les journalistes, il y a 40 ans, là, les journalistes étaient déjà bien payés. Mais juste avant ça, les journalistes étaient plus ou moins bien payés et c'était fréquent qu'on mettait un petit vin pour avoir... la couverture était meilleure. Ça aide. Une petite caisse de 40 onces de gin qui arrivait chez vous. Moi, ça m'a été raconté par mes collègues de l'époque. Tous les jours de l'an, il y avait une caisse de 12, de 40 onces de gin qui arrivait à la porte, puis ils savaient de qui ça venait, mais il était bon. Il était bon, le gin. Et mais ça, à un moment donné, les conditions de travail, les syndicats ont transformé la pratique journalistique en nous mettant à l'abri de ça, heureusement, en ce sens que nos conditions de travail se sont nettement améliorées, mais plus les conditions de travail s'améliorent, plus les exigences augmentent. Et là, on devient, tu sais, aujourd'hui, les médiateurs de la parole publique, ils sortent de l'université. Ils sont compétents. Ils ont une certaine expérience qu'ils ont prise même à l'université d'une pratique. Ils ont, tu sais, ils sont aguerris. Je dis, aujourd'hui, là, je n'embaucherai pas au Soleil un journaliste qui n'est pas capable de faire un petit peu de multiplateforme. Tu sais, as-tu déjà fait du vidéo? Bien sûr, bien sûr. As-tu déjà monté un petit... Bien sûr, bien... Mais là, je travaille dans un journal, moi. Là. Mais mon journal, quand je vous disais, il est de moins en moins traditionnel. Le Soleil, il est sur Facebook, il est sur Twitter, il est sur Pinterest, il est sur name it, Twitter. On est partout. On se répand comme la misère sur le pauvre monde, mais il faut être partout. Il faut être partout pour... Et ce que je disais tantôt au professeur Martel, c'est on est aujourd'hui extrêmement vulnérable en termes financiers parce que les publicitaires nous désertent, ils ont trop de place où aller, puis en même temps, c'est fou raide, on n'a jamais été autant lus. On dit ça dans notre publicité, mais ce n'est pas un mensonge, c'est vrai. Parce que non seulement on est lu sur papier, mais on est lu sur Internet et on est retransmis via Facebook, via ci, via ça. Puis là, tu sais, nous autres, sur le site du Soleil, ça monte sur le site de la presse. Écoute, là, le monde qui nous lit, c'est fascinant. On reçoit des commentaires de France, d'Australie, de name it, là. Alors,
Et pourtant, ça ne veut pas dire que vous êtes solide, que vous êtes protégé, que vous êtes viable à long terme. Non, il y a bien des questions autour de ça, mais ne nous écartons pas trop. Il faut que je réponde aux questions d'abord, on viendra. Alors, pourquoi les gens tiennent à venir chez nous? On l'a dit, tout le monde a un objectif. S'il y a une chose que vous apprenez très, très, très rapidement en devenant journaliste, c'est que vous êtes l'instrument de quelque chose. Vous êtes toujours... Si quelqu'un vous raconte quelque chose, c'est toujours parce qu'il y a un objectif, c'est toujours parce qu'il veut vous convaincre de quelque chose, d'une idée, d'un projet. Vous êtes instrumentalisé. Vous devez forcément accueillir ça en étant sceptique, un peu méfiant, et surtout travailler pour mettre les choses dans un contexte qui dépasse le simple « tu me le dis, puis je l'écris ». C'est un peu limite, là. Alors, on continue. J'étais à la parole citoyenne, donc oui, ça existe. Mais si vous voulez avoir accès à mon média, vous avez comme citoyen, comme individu, bien des contraintes. Premièrement, je dirais qu'une des contraintes, c'est si vous êtes un sweet nobody, c'est plus difficile d'avoir accès aux pages du journal. Véronique Lalande, c'est une sweet nobody. Plus maintenant, mais au départ, personne ne la connaît, là. Et son affaire, là, c'est parce qu'elle a fait une job sérieuse avant, elle a pris la poussière, elle l'a fait analyser, puis elle a dit « ça, là, c'est dangereux, ça, là, cette poussière-là, puis il y en a partout dans le quartier, là. » Alors, oui, elle a convaincu un journaliste, malgré une absence de notoriété, ce qui est une contrainte énorme. Ne pas avoir de notoriété pour avoir accès à un journal, à un média, c'est une clé. Avoir de l'argent, c'est une autre clé pour avoir accès aux médias. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que si vous êtes plein, bien, vous pouvez vous payer une armée de communicateurs qui peuvent tellement marteler quelque chose qu'en bout de ligne, vous allez finir par avoir accès aux médias d'une façon ou d'une autre. L'argent, si vous n'en avez pas, bien, c'est une contrainte, hein? C'est une difficulté supplémentaire. Si vous n'avez pas un rôle social, ou au contraire, si vous en avez un, si vous êtes juge, si vous êtes avocat, si vous êtes propriétaire d'entreprise, c'est sûr que ça va un peu avec notoriété, mais si vous avez un rôle, si vous êtes procureur de la couronne, ben oui, vous risquez plus d'avoir accès aux médias que quelqu'un qui est étudiant à l'Université Laval en communication ou en journalisme. C'est un fait. Et deux autres contraintes que j'ajouterais, c'est si vous ne connaissez pas comment fonctionnent les médias, c'est une difficulté supplémentaire. Ceux qui savent comment ça marche, là, à qui parler, quand est-ce qu'aller à la réunion de production, puis c'est quoi la bonne journée pour faire une activité, puis quand tu sais comment ça marche, le lundi, c'est plus creux, ou c'est plus vif, ou le vendredi, oublie ça, il n'y a pas de journaliste dans la salle, etc. Quand tu sais comment ça marche, là, ça facilite ton accès. Et une contrainte terrible, c'est la proximité. Même si nous sommes aujourd'hui dans une ère de communication ouverte, je vous le dis, ma fille est en Australie, on se parle tous les jours, mais si vous restez à Saint-Cyprien de Wendover, puis que vous voulez avoir accès au soleil, vous avez besoin de venir au soleil, parce que de Saint-Cyprien, là, moi, c'est pas sûr que moi, je vais y aller. Je peux vous parler au téléphone, là, on verra, tu sais, mais la proximité, c'est une autre dimension. Alors, à Québec, oui, il y en a des médias, là, tu sais, en veux-tu, de la radio, de la TV, mais va-t'en pas bien loin, là, à Montmagny, là, il n'y en a déjà plus, là. Tu as peut-être un hebdo et une station de radio quand tu es chanceux, là. Mais alors, la parole publique,
il y a bien, avant d'y avoir accès, bien des contraintes à esquiver ou à surmonter avant de... Tu sais, vous savez que ça a été analysé, je pense que certains d'entre vous étudiants en journalisme, mais il y a des facteurs qui font que vous êtes une bonne nouvelle. Hein? C'est l'impact. L'impact, si ça a beaucoup d'impact, oui, ça vous aide. S'il y a un caractère inattendu, ça vous aide. S'il y a une notoriété qui est associée à ça, ça vous aide. Et si vous êtes proche, ça vous aide. Par exemple, si la marée du Japon, là, comment on dit? Merci. Le tsunami, si le tsunami avait eu lieu ici, là, alors là, on a proximité, impact, notoriété, le maire est emporté, puis il envoie le soleil avec. Alors, tu sais, tu vois là, tout de suite que là, ça devient une nouvelle immense et ça devient quelque chose d'un impact. Mais quand on est citoyen, puis qu'on veut, sur la rue, il y a quelque chose qui se passe, puis on veut en faire parler, moi, là, je vends un journal. Je le vends. Donc, si je le vends, c'est parce qu'il y a dedans, il faut que le monde ait envie de le lire. Alors, si vous avez un petit problème de refoulement d'égouts qui touche 2 maisons, bonne chance. Mais si vous êtes dans un quartier où ça refoule à l'ancienne Lorette et que là, ça revient tous les ans, bien là, OK, m'en occuper. Tu sais, je trouve que là, il y a un intérêt public. Si vous êtes 2 dans le rang, bonne chance. Là, j'avance. Hein, il me reste quoi, là? Oh, il reste. Il reste, hein? Bon, excellent. Alors, il y a une dimension qui est fascinante quand on fait le trajet des 40 ans sur l'évolution de la parole publique. Je vous le disais au départ, mon sentiment, puis tu sais, je n'ai pas fait une fouille archéologique de ça, là, mais mon Dieu, que le monde était dual il y a 40 ans par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Tu avais le patronat, tu avais le syndicat, c'était clair. C'était d'une simplicité, tu avais le gouvernement, tu avais l'opposition. C'était là que ça se passait, c'était simple, tu avais le temps, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on a créé un commissaire au lobbyisme, puis c'est pas pour rien qu'on a des lois sur la transparence, etc., parce qu'il y a tellement de gens qui influencent le processus décisionnel. Et notre rôle comme médiateur de l'intérêt public, c'est de déceler qui intervient où et pourquoi. Là. Vous savez, on s'imagine ça peut-être un peu difficilement, mais il y a des groupes de citoyens qui sont complètement organisés par des organisations cachées en arrière, là, qui subventionnent. Écoute, là, tu ne sais pas ce qui se trame, mais là, le défi de cette prétendue parole citoyenne, c'est d'aller déterrer qui c'est qui est en arrière de ça. Là, parce que celui qui est en arrière de ça, là, faisons une hypothèse un peu folle, là, mais par exemple, dans le dossier des gaz de schiste, il y a des citoyens qui pourraient défendre, s'opposer aux gaz de schiste tout simplement parce que, je ne sais pas moi, un lobby des turbines d'éoliennes subventionne ça parce que ça vient en contradiction avec ses intérêts. Je charrie peut-être un peu, mais vous voyez qu'il faut rester éminemment sceptique. Les moyens d'aujourd'hui nous donnent un avantage qui est plus grand parce que registre des compagnies, et tu vas, tu fouilles le commissaire au lobbyisme, tu regardes, là, moi, toutes les semaines, je reçois une infolettre du commissaire au lobbyisme avec les nouveaux mandats, puis soyez certains que dans la salle de rédaction du Soleil, tout le monde va voir ça. Tu veux voir qui intervient pour faire changer quoi, puis qui derrière tel projet. Il y a un intérêt public très grand, mais les moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui, on n'est plus 165 journalistes, on est 62, mais les moyens qui sont à notre disposition sont extrêmement performants par rapport à ce que c'était jadis. Donc, c'est sûr que
à 165 journalistes, tu peux quand même toucher beaucoup de sujets, plus qu'à 62. Mais quand même, les outils, à mon avis, compensent jusqu'à un certain point. Oui, mademoiselle. Mais vous dites que oui, les outils sont plus grands, mais on ne veut pas, à 62 journalistes, le temps est... Tu sais, chaque journaliste a beaucoup moins de temps. Oui. Puis qu'est-ce qui arrive avec le journaliste d'enquête? Comme pour trouver c'est qui tire les ficelles en arrière. Oui. Tu sais, si le journaliste n'a pas le temps de faire l'enquête, il arrive. Vous avez raison. Je ne conteste pas ça. En même temps, je vais être franc avec vous, quand j'ai commencé, il y avait une équipe dossier au Soleil. Hein? Il y était 6 journalistes qui faisaient du dossier. Alors, ils pouvaient passer 4 semaines à fouiller un dossier. Ils étaient souvent à taverne à côté, là, mais ils travaillaient, là. Alors, tu sais, à un moment donné, il ne faut pas se leurrer sur... Quand ton organisation est très grosse, elle véhicule un poids d'inertie, tu sais, ça ne paraît pas. Il n'avance pas sur son estifie de dossier, mais ça ne paraît pas parce qu'il y a tellement de monde qui travaille, puis il y a tellement de production que c'est noyé à travers. Nous sommes aujourd'hui, et ça, dans mes comités de direction, je plaide ça régulièrement, vous n'avez pas idée à quel point le niveau de productivité journalistique aujourd'hui est à son apogée. Il n'a jamais été aussi performant qu'il est là. Et c'est ce qui me fait moins regretter les 100... Bien, je les regrette, là, les 165 journalistes. J'aimerais ça les avoir, mais je les regrette, mais en même temps, je me console en me disant que la force de frappe que j'ai, elle est dangereusement performante. Elle est, je vous le disais tantôt, elle est beaucoup plus aguerrie. Les journalistes qui rentraient, encore à mon époque, on rentrait au Soleil, puis on avait un cours de rien. Là. J'ai déjà écrit dans l'Écho de la Tuque, ou j'ai déjà écrit dans Petit assez. Là. Fait que, tu sais, ça voulait dire quoi, là? Tu lis-tu l'anglais? Oui. Je ne comprenais pas un mot, là, mais c'est pas grave. Alors, c'est pas comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les tests, puis on va te faire passer une batterie de tests, puis on va savoir qu'est-ce que tu vaux, puis etc., puis on va lire ce que tu as produit. Puis alors, le journaliste, il est, mieux outillé, il sait travailler, déjà en partant, il y a moins de tirs au flanc, et les outils qu'on a sont ultra performants. Le gros problème, la grande différence du monde d'hier et du monde d'aujourd'hui, c'est le mur communicationnel que j'appelle, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus aujourd'hui interroger un ministre du gouvernement fédéral. C'est plus possible. Il faut envoyer ces questions par Internet et c'est l'attaché de presse qui répond. Et ça, il vous donne une réponse qui est inodore, incolore, sans saveur et évidemment sans intérêt. Alors, moi, à l'époque où j'étais à Ottawa, 1984 à 1993, 86 à 93, gouvernement Mulroney, avoir une entrevue avec un ministre, là, c'était relativement facile. Pas facile, mais c'était bien faisable. Là. Si tu disais, par exemple, au ministre des Communications, là, je veux vous voir absolument, là, oui, on va t'arranger ça, Il pouvait te retarder de 2 semaines, mais au bout de 2 semaines, là, t'as peu, là, vous m'avez dit oui, puis il faut que ça se fasse. Alors, aujourd'hui, ils ont une machine aseptisée qui étrangle la... Tu sais, on a créé la loi d'accès à l'information. Mais ça ne veut pas rien dire aujourd'hui. Il y a des exceptions dans la loi. L'exception, c'est devenu la règle pour ne pas te le donner. J'ai encore un journaliste qui est venu me voir me disant « Hey, je ne sais pas, là, c'est fou, là. J'ai demandé 3 rapports. Tu sais, j'ai le nom, les 3 rapports, 800 $. Hein? 800 $? Bien, on a le nom des rapports, c'est pas dur à trouver. Non, la fille dit que ce n'est pas des rapports qui sont informatisés. Là, avant qu'elle les trouve, ça va y prendre au moins 8 heures. Au moins 800 $. Au moins 800 $, 100 $ de l'heure. Chose, attends un peu. Alors, la loi d'accès à l'information, là, sa vérité, là, elle est corrompue complètement. Là. Ça ne veut rien dire. Au niveau fédéral,
quand on est rendu, je ne sais pas si vous avez lu, vous êtes tombé là-dessus, la presse canadienne a répertorié une chaîne de courriels pour avoir accès à un spécialiste des champignons, je pense, de pêche et océan ou le ministère de l'Agriculture, là. Ça fait 800 pages. 800 pages de courriel pour avoir accès à un spécialiste. Écoute, là, on peut-tu parler du champignon qu'il y a là, oui ou non? Alors, c'est... La machine, c'est muré. La machine gouvernementale, c'est muré, mais ce n'est pas vrai seulement de la machine gouvernementale. Même les organismes comme Greenpeace, vous n'avez pas accès à ce que vous voulez. Attention, 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 attention. Ils ont des porte-paroles très habiles, très compétents et tout ça, mais tu n'as pas accès aux finances, ça c'est pas pour les journalistes, ça, là. Il n'y a pas d'affaire là-dedans. Alors, les sources de financement de tout ça, tout n'est pas toujours très clair. Alors, moi, je dis, notre pratique a beaucoup changé. Heureusement, les instruments sont à notre disposition, nous permettent d'être relativement performants. Dans tout ça, de façon amusante, quand on parle d'aseptiser, il y a toujours des exceptions mirobolantes. Et nous sommes choyés à Québec, on a le maire Labaume. Aucun filtre. Tout ce qui passe par la tête, écoute, ça n'a pas de bon sens. Mais il faut être, très sincèrement, il faut être éminemment talentueux, entre guillemets, pour résister à autant de bourdes ou de contradictions et c'est assez impressionnant, mais ça, c'est vraiment une exception. Il détonne complètement dans le paysage, là, parce que vous savez que les présidents d'entreprise et tout ça, là, si vous devenez demain matin, monsieur le président de la Caisse de dépôt, la grâce que je vous souhaite, alors, vous allez être formé en communication, vous allez être bardé de gens qui vont prendre soin de vous, puis vous ne direz jamais de niaiserie de votre vie, même si vous vouliez, vous ne serez pas capable. Vous allez être formaté parfaitement. Alors nous, c'est ce avec quoi nous devons travailler. Donc, la parole publique, elle est organisée. Elle est très organisée. Est-ce que le journalisme d'aujourd'hui est moins pertinent? Je voulais juste conclure là-dessus. Je ne pense pas qu'il soit moins pertinent. Je pense que, je regarde ce qu'on fait aujourd'hui et, des dossiers sur la disparition des conservatoires, aussi on fouille plein d'aspects. On réussit à franchir les barrières qu'on a dans le chemin. En transport, le soleil est une vedette incontestée dans le milieu médiatique parce qu'on a une journaliste, Annie Morin, qui est vraiment exceptionnelle, qui fouille, qui a réussi à... Vous savez, un excellent journaliste, c'est quelqu'un qui réussit à créer des contacts à l'intérieur de la machine et qui va chercher une vérité dont personne ne veut parler. Là, les radars photos ou le pont qu'il faut refaire le pavage, puis ça fait rien que 3 ans qu'il est fait, puis etc. Alors ça, là, fouiller ça, trouver ça, c'est pas toujours évident, mais on lâche pas. Alors, la façon dont on travaille aujourd'hui a une influence sur les formats. On s'est inquiété. Avant, on faisait un dossier qui pouvait s'étirer sur 3 grandes pages, grande comme la presse, sur 3 pages, un dossier. Mais notre vie n'était pas la même. Hein? Notre vie n'était pas la même. Il n'y avait pas toutes les séries que vous écoutez là, sur votre ordinateur. Là, ça n'existait pas à ce moment-là. Là. Il y avait Le Temps d'une paix et Séraphin. Et puis, fait que tu as le temps de lire le journal, tu l'avais. Puis c'était une activité du quotidien, lire le journal. Bon. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est moins informé parce qu'on n'a pas un dossier de 3 pages là-dessus?
La différence, c'est que la parole publique s'exprime en continu. Tu sais, moi, je dis, la version de la réalité que l'on traduit, elle est constamment en train de se renouveler, elle est constamment en train de bouger. La journaliste qui va sur n'importe quel événement, elle peut écrire 5 versions de son texte, une version très courte, une version rough, une version améliorée, une version avec des commentaires de l'extérieur, et à la fin de la journée, dans l'édition du lendemain, j'ai une version complète, ce que je vais appeler, moi, une version complète. On a fait le tour et tout ça. Alors, est-ce que, oui, on est moins nombreux, mais on détache des gens. Aujourd'hui, avec les agences de presse, aujourd'hui, nous autres, moi, j'appartiens à un réseau, Le Soleil appartient à GESCA. GESCA, c'est Power Corporation, qui est une immense multinationale. GESCA, c'est l'ensemble des journaux, La Presse, Le Soleil, Le Quotidien, La Voix de l'Est, La Tribune, Le Droit et Le Nouvelliste. Alors, ces quotidiens-là, on s'échange des textes. Ces quotidiens-là sont abonnés à des agences de presse. Alors, donc, je suis capable de fournir du matériel pertinent, intéressant dans mon espace public, tout en détachant François Bourque pour aller fouiller sur le financement illégal qui s'est produit dans le cas de Équipe La Bombe. Et on l'a détaché, mais c'est sûr qu'avant, j'en avais 6 qui travaillaient sur des dossiers. C'était pas tout la quintessence du journaliste d'enquête, là, mais enfin, il y avait de très, très bons morceaux à travers. Puis aujourd'hui, bien, il y a encore d'excellents morceaux qui se font, mais le format a changé. Alors, abordons rapidement certains phénomènes de la parole publique que sont l'infotainment, la peopleisation, l'environnement commandité et la médiatisation de l'individu privé. Sur ces éléments-là, je trouve que je n'ai pas grand-chose de bien grave à vous raconter parce que l'infotainment, définissons ce que c'est de l'infodivertissement. C'est Mme Marois comme chef de parti et chef de gouvernement qui s'en va à Tout le monde en parle au lieu de venir en table éditoriale au Soleil. Alors, on est dans l'ère du divertissement. Ça, elle accepte ça. La table éditoriale, c'est pas vrai. Mme Marois l'a accepté. Elle l'a accepté. Mais je n'ai pas vu Stephen Harper au Soleil depuis avant sa première élection. Il est venu pour se faire élire le premier coup. Il n'est pas revenu depuis ce temps-là. Je n'ai pas vu, j'ai vu M. Charest avant son élection et depuis son élection, il n'est pas revenu. Le maire Labaume, lui, il est avant, pendant, après, il est toujours prêt. Mais, tu sais, alors il faut être conscient que les politiciens, tu sais, je vous disais, ils recherchent notre espace public, pas seulement les politiciens, mais l'ensemble de cette élite ou de ces organisations, recherchent l'espace public, mais ça reste dangereux. Comme tu ne le contrôles pas, le message, ça reste dangereux. Alors, c'est plus simple pour M. Harper, il vient ici, il s'en va à Bouchard-en-Parle, puis ça se passe à Bouchard-en-Parle, petite entrevue, 10 minutes. En 10 minutes, tu n'as pas 6 sous-questions à ta question. Il faut que tu touches plusieurs thèmes. Fait que, il va passer 10 minutes à Tout le monde en parle, à Bouchard en parle, mais il ne vient pas au Soleil. L'invitation est pendante. Là, je l'ai répété à Carl Vallée, son attaché de presse, depuis... Alors, tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas condamné à venir, il ne viendra pas. Et ça m'étonnerait qu'il vienne, parce qu'il n'y a pas intérêt. Tu sais, s'il lit l'éditorial du Soleil, je comprends qu'il ne veuille pas venir, là. Mais enfin, bref, tu sais, c'est sûr que c'est confrontant. Alors, l'infotainment, voilà une belle solution. C'est que tu te mets en valeur, tu passes un peu d'informations, tu peux te faire chauffer un petit peu, tu peux te faire chauffer pas mal, parce qu'on a vu à Tout le monde en parle des situations assez critiques, mais dans l'ensemble, c'est plus payant que moins payant. Alors, ça évite les médias d'information traditionnels. Oui. Ce ne sont pas des journalistes qui les questionnent. C'est ça. Mais ce ne sont pas tous. Tu sais,
je ne veux pas... je trouve que c'est le format, la compétence de celui qui interroge. Tu sais, je regarde l'animateur de Tout le monde en parle, dont le nom m'échappe, M. Lepage. Il n'est pas idiot. Tu sais, ce n'est pas un garçon idiot. Il est capable de poser des questions, mais tu vois une différence de niveau très grande selon le personnage et selon... Tu sais, Mario Dumont est là. Oh, il va manger une méchante volée. Je ne sais pas, le ministre Moreau est là. Il n'a pas mangé une très grosse volée. Tu sais, alors, c'est pas qu'ils sont pas capables, mais c'est comme si à un moment donné, il y a un jeu de « Ah, ben là, la tendance va comme ça, fait qu'on va le traiter ça comme ça. » Mais moi, si le ministre Moreau vient s'asseoir chez nous, si Mario Dumont, quand il était chef de parti, vient s'asseoir chez nous, si le maire Labaume vient s'asseoir chez nous, ils ont tous le même traitement. C'est tout. On s'assoit, on regarde c'est quoi les dossiers, les dossiers d'intérêt public qui sont croustillants, où l'administration municipale a une responsabilité, etc. Il va se faire chauffer comme... Et il se fâche d'ailleurs. Il se fâche carrément, mais c'est pas grave. Ça met de l'ambiance. Alors... Donc, l'infotainment, oui. Mais je pense à Tout le monde en parle. Oui. C'est pas en direct, Tout le monde en parle. Fait que jusqu'à un certain point, ils peuvent manipuler ce qui s'est produit pour faire en sorte que ça ait l'air qu'ils se sont fait chauffer alors qu'ils ont gardé juste les meilleurs moments. Ou à l'inverse aussi, peut-être qu'ils sont capables, les invités, d'avoir un certain contrôle sur qu'est-ce qui va être diffusé. T'sais. Vous rejoignez mademoiselle qui parlait de censure tantôt. Mais tu sais, il y a un choix qui s'exerce presque tout le temps. Tu sais, tu as un choix sur la place publique, tu as un choix qui est qu'est-ce que je vais mettre en avant, qu'est-ce que je vais mettre à la fin. Mon journaliste peut être le meilleur journaliste au monde si le rédacteur en chef décide qu'il prend en grippe, puis qu'à toutes les fois qu'il écrit, il shoot ça à la fin du journal. Tu sais, alors, c'est sûr que théoriquement, je pense que ces gens-là, on présume de leur bonne foi. Ils ont-tu des agendas? Ils ont-tu... Je ne sais pas, je pense pas. Tu sais, moi, je sens que Guillaume Lepage est plus à l'aise avec les souverainistes qu'avec les fédéralistes, mettons. Et ça paraît. Mais il s'en cache-tu vraiment? Et lui, il est à l'aise parce que c'est un animateur, vous le dites, c'est pas un journaliste. Tu sais, il y a... Mais ça existe. Au soleil, l'infotainment? Pas vraiment. Je cherchais, tu sais, qu'est-ce que je fais en infotainment, moi? Tu sais, oui, la femme du joueur de hockey est enceinte, donc le gars, il est moins performant, ou je sais pas, ou en tout cas, il vient d'avoir un bébé, puis il est moins performant. Tu sais, je sais pas, là, je vois pas bien comment, qu'est-ce qu'on utilise comme infotainment. C'est pas tellement notre... On n'essaie pas de faire passer de l'information par le divertissement, en tout cas, pas, me semble-t-il que non. Mais j'assume que je fais du soft news. Tu sais, l'infotainment, c'est de prendre de l'information et de la mélanger au divertissement. Mais moi, je ne mélange pas l'actualité au divertissement, mais je fais du divertissement. J'en fais parce que ça m'amène de l'audience, puis ça m'amène des annonceurs, puis c'est intéressant, tu sais, des affaires intéressantes là-dedans. Ce que je fais, par exemple, c'est de la peopleisation. Je suis coupable, votre honneur, je suis coupable de peopleisation. Le samedi, j'ai 2 pages de potins sur les vedettes de Dollywood et de la chanson et tout ça. J'ai ça dans mon cahier des arts, 2 pages. Ça, c'est vraiment la vie privée de nos vedettes. Là, ils se sont séparés, puis là, ils ne se parlent plus, puis là, tu sais... Enfin, bref, oui, je fais un peu de ça. Je suis coupable, la vie privée, mais, tu sais, je suis loin d'être un joueur de très haut niveau là-dedans. Là. On me fait 2 pages, puis ils sont assez bien faites normalement. Alors, ce qui est plus préoccupant, à mon sens, pour Le Soleil et pour des médias d'information comme le mien, c'est la tendance à l'information commanditée. Ça, c'est plus
c'est plus dangereux. L'information commanditée, c'est, par exemple, l'Association des producteurs de lait biologique demande au Soleil, pourriez-vous nous produire une page qui touche le lait biologique? Vous êtes libre du contenu, là. Vous faites ce que vous voulez. Puis nous autres, on va mettre une belle annonce. OK? On fait ça? Oui, on fait ça. Mais on est rendu où, tu sais, je suis un annonceur du Soleil. Je demande à être dans les pages des arts. On va me mettre dans les pages des arts. Je paye un petit surplus pour demander d'être dans les pages des arts. Alors, ça existe depuis toujours. Tu sais, je ne veux pas être dans les pages des sports, là. Mettez pas mon annonce dans les pages des sports, là. Il n'est pas question que j'aille là. Alors, on a franchi par nécessité, pas par volonté, on a franchi un petit pas agaçant pour le journaliste que je suis, mais que je comprends pour l'éditeur que je suis. On franchit un petit pas, oui. Alors, par exemple, l'Université Laval paye de la publicité pour que je parle de ses chercheurs. Ah, fine. Oui, certainement. C'est de la matière très intéressante. Est-ce qu'il y a beaucoup de contenu critique là-dedans? Tu sais, je fais une entrevue avec un spécialiste de la molécule de machin. Ouais, c'est bien intéressant, là. Tu sais, sans blague. Je vous prie de me croire, les papiers sur les chercheurs de l'Université Laval, c'est vraiment intéressant, là. C'est pas... c'est bien fait en maudit, mais ça reste un environnement commandité. Alors là, pour l'Université Laval, je veux pas un si grand malaise. Mais là, on va-tu penser que le gouvernement qui se paye de l'environnement commandité, là? Là, tu sais, mes journalistes vont-tu vendre? Un peu, là, ça devient... On est sur un terrain, mais nous sommes vulnérables. Nous sommes une entreprise, il faut faire de l'argent. Et si je ne fais pas d'argent, je pourrais payer mes journalistes, je pourrais les faire fouiller, je pourrais les équiper, de leur donner un téléphone cellulaire. Alors, je suis dans une zone fragile. Je suis dans une zone où, pour l'instant, il n'y a pas de drame incommensurable. Ça a fait l'objet d'une thématique du dernier congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, l'environnement commandité. Alors, tout le monde est mal à l'aise avec ça, c'est-à-dire qu'on convient que c'est pas souhaitable à mort, mais on convient qu'on n'est plus capable de s'en passer. Fait qu'on est, comme qui dirait, un peu coincé. Alors, quand je vous disais, on est parti d'un quatrième pouvoir très puissant à une industrie extrêmement vulnérable, c'est ça. Avant, je pouvais dire non à bien des affaires. Aujourd'hui, puis tu sais, avant ça, on payait carrément. Tu sais, écris-moi un bon texte là-dessus, puis te donnais 100$. Mais ça, moi, je n'ai pas connu ça. On m'a raconté ça, mais à mon époque, je n'ai pas connu ça. Mais on s'en va vers l'environnement commandité, fait qu'il y a des journalistes qui vont interroger des chercheurs, puis en dessous, il va y avoir l'Université Laval. OK. Maintenant, on est rendu là. Il va nous rester une dizaine de minutes pour les questions. Hein? Mais là, c'était ça, là. C'est ça, vous l'avez dit tantôt, là. Je trouvais que la période de questions qui a commencé. OK, d'accord. Alors, bon, OK, j'arrête. C'est correct. Allons à la période de questions. Oui, allez-y. Bien, en fait, vous avez répondu en partie à ma question en parlant justement de l'environnement qui est de plus en plus administratif, en tout cas qu'il faut payer les comptes. Mais justement, pensez-vous que la place, de plus en plus, surtout avec l'avènement justement là, de l'Internet où on se pose des questions sur l'avenue du journal papier,
est-ce que vous pensez que la publicité va avoir un effet négatif sur l'espace public en tant que bien commun? Je vais partager avec vous le fruit de ma réflexion à cet égard de la manière suivante. L'information commanditée dont je vous parle, pour l'instant, c'est mineur. C'est dans l'édifice, là, c'est mineur. Je ne peux pas m'en passer, mais ça reste mineur. Si ça grossit, ça va devenir très problématique. À l'heure actuelle, ce qui met le soleil en difficulté, entre guillemets, c'est ce qui suit. C'est que je dois payer du papier, je dois me faire imprimer, je dois être livré, je dois être acheté, et tout ça crée un poids énorme qui n'a rien à voir avec la production d'informations. C'est juste, il faut que je vous l'apporte chez vous ou que vous alliez à chercher au dépanneur. Alors, ma difficulté, c'est j'investis bien trop d'argent à quelque part où ce n'est pas mon mandat comme tel. L'espace public, là, je l'aime mieux sur votre ordinateur. Parce que moi, tout ce que j'ai à payer, si c'est le salaire de mon journaliste, si c'est un lieu physique, puis de l'électricité, puis de la bande passante, ça va me coûter pas mal moins cher. Et c'est le pari que prend la Presse Plus à l'heure actuelle. Alors, le pari de la Presse Plus, on n'est pas capable. Les annonceurs ne viennent pas. Pourquoi les annonceurs désertent les médias traditionnels? Bien, prenons l'exemple de Simons. Simons était tous les jours dans le soleil. Tous les jours. La page 2 lui appartenait. S'il voulait une petite pub, moyenne pub, grande pub, il pouvait décider qu'il n'avait pas, mais écoute, il était là 300 jours par année minimum. Du jour au lendemain, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il a son site Internet, Simons, puis il sait que le monde, aujourd'hui, vont sur le site Internet, puis c'est en couleur, puis tu peux virer à la robe de base si tu aimes ça, puis etc. Alors, tu sais, on n'est pas... Moi, qu'est-ce que j'offre? J'offre un public. Mais là, si lui est capable de l'attirer à lui tout seul, pas besoin de moi, donc il ne me paiera pas. Le pari de la Presse Plus est le suivant. C'est que je ne peux pas concevoir, comme les gens de Jessica, je ne peux pas concevoir qu'il n'y aura pas un lieu, un espace public où va se pratiquer un journalisme de qualité et qui va avoir des moyens de le pratiquer sans être vulnérable à un paquet d'affaires. Alors, quand vous allez chercher de l'information sur Internet, la source n'est pas toujours claire. C'est-tu valable, c'est-tu sérieux, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Alors, on cherche un... Alors, si la Presse Plus, sur la tablette, réussit à rallier, parce qu'elle est gratuite, à rallier une masse suffisante de lecteurs, l'annonceur va finir par dire, tu sais, Internet, là, c'est bon, là, tu sais, mon site, etc., mais il y a 250 000 personnes au Québec qui rouvrent ça tous les jours puis qui passent 35 minutes. Peut-être une place à mettre une annonce, finalement. Là. Alors, le pari, c'est celui-là. Tu sais, on est en mutation. Où on va aboutir, je ne le sais pas. Sincèrement, je ne le sais pas. Mais si vous m'obligez à donner une réponse, je vais dire Internet, la Presse Plus, certainement une plateforme qui est attrayante, qui c'est super bien fait, c'est du journalisme de qualité. Bien, là, les voitures, les montres riches, puis les transporteurs aériens, bien, ils sont dessus. Là, ils achètent des annonces là-dessus. Alors, le pari est là. Est-ce que moi, je suis capable de faire le Soleil Plus ou d'être associé à la Presse Plus et de faire la même chose à Québec sans avoir besoin de payer du papier, du transport, du gaz, J'espère. J'espère. Puis de toute façon, je n'ai pas le choix. Parce que vous, mademoiselle, et vous, mademoiselle, et vous, mademoiselle, vous n'en lisez plus de papier. Parce que quand je fais des statistiques, là, quand je fais des statistiques sur le lectorat chez les 15-25 ans, j'ai un lecteur une fois par semaine. C'est mon avenir, ça?
Ça ne marchera pas. Là. Je veux bien croire que quand tu es entre 15 et 25 ans, tu lis pas. Tu t'intéresses peut-être moins aux médias, mais entre 25 et 35, j'en ai 3. Une fois par semaine. Je ne peux pas vivre avec ça. Tu sais, j'ai beau d'en avoir entre 55 et plus, j'ai beau d'en avoir 8, ils meurent, là. Ben, au début de l'été, la famille Desmarais a annoncé justement qu'il allait centraliser, si on peut dire, ramener beaucoup de l'information vers justement sa plateforme de la Presse Plus et délaisser un peu les régions. Mais à quel prix qu'on perd les régions dans l'espace public? Alors, primo, je ne suis pas sûr que j'acquiesce à votre interprétation des propos des Desmarais. Hein? Ce qui ne veut pas dire que les régions ne sont pas en danger pour autant. Mais ce que j'ai compris, moi, et on pourra en débattre, mais les régions vont devoir s'adapter. Ça, c'est le mot à mot de ce qui a été exprimé. C'est il n'y a pas d'avenir pour les journaux papier. Ils vont devoir s'adapter. Alors, comment allons-nous nous adapter? Je ne peux pas concevoir, mademoiselle, qu'ici, à Québec, il n'y aura pas une salle de presse où il se fait de l'information pour alimenter un bassin d'1 million de personnes ou presque. Je ne peux pas concevoir qu'à Saguenay, il n'y aura pas des journalistes qui vont continuer à... Je ne peux pas concevoir ça. Je me trompe peut-être. Mais, tu sais, si la Presse Plus se prétend un quotidien national, puis n'est pas capable de me dire ce qui se passe à Trois-Rivières, Sherbrooke et Saguenay, et qui plus est Québec, bien, alors, je ne crois pas à la disparition des salles de presse. Que va-t-il advenir? Est-ce que je vais être le Soleil Plus? Je ne le sais pas. J'aimerais ça en maudit. Mais je sais que ça coûte une beurrée, ça aussi. Là. Je suis allé, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce que c'est la Presse Plus à l'interne, là, mais c'est comme 300 quelques personnes. Là, moi, je suis allé voir ça, là, c'est quelque chose en tabarouette. Là. Alors, tu as un investissement majeur à faire. Est-ce que tu es capable de le supporter 7 fois? Parce qu'on est 7 quotidiens au total dans GESCA. Est-ce que tu es capable de supporter ça 7 fois? Dites-le pas, arrêtez de filmer, je ne le crois pas. Je ne pense pas qu'on puisse investir 7 fois, tu sais, pour... non, c'est pas comme ça que ça va finir, à mon sens. Mais je ne crois pas non plus qu'il n'y aura pas de salle de presse dans les grands centres. À suivre. On se revoit dans 10 ans. Il n'y aura plus d'écho de la tuque. Oui, je me demandais justement, parce que vous avez parlé beaucoup du rapport des médias privés aux publicitaires qui forment, à fin de compte, la majeure partie de vos revenus, à fin de compte, mais on n'a pas abordé la question du rapport aux consommateurs, parce que dans le cas d'un média privé, le citoyen est aussi un consommateur. C'est quelqu'un qui achète le journal au dépanneur ou qui est abonné. Et vu l'accès gratuit qu'on a aux médias de nos jours et la multiplicité des médias qu'on consulte, comment est-ce que les médias privés, justement, peuvent renouveler? Je ne suis pas abonné à un journal papier, mais j'aime bien consulter les articles du Soleil, du Devoir, par exemple. Alors, nous sommes, pour utiliser une expression chère à M. Parizeau, nous sommes auto-pelures de bananisés. En fait, là, on a rendu public, l'ensemble des médias a rendu public son information sur Internet. Et vous avez grandi avec une information disponible qui ne coûte rien. Puis Internet, ça ne coûte rien. Alors, là, je suis pris. Je me voici coincé avec ça. Je disais tantôt au professeur Martel, je suis dans une situation absolument ahurissante. Je n'ai jamais eu autant de lecteurs que j'en ai là. Le Soleil n'a jamais été aussi performant qu'il l'est là parce qu'on est partout. Oui, mais ceux qui payent pour, ça descend. Fait que si tu ne payes pas pour, puis la publicité s'en va. Alors, ce que je dis, c'est, bon, il y a un autre modèle d'affaires. Et le modèle d'affaires, c'est pas parce que vous n'êtes pas intéressé par l'information. Vous en consommez comme jamais personne n'a consommé. Vous consommez n'importe quoi aussi, mais excusez-moi de vous le dire aussi crûment. Mais, tu sais, c'est pas...
Au niveau universitaire, vous consommez de l'information de qualité, vous consommez toutes sortes de choses et de l'information de qualité. Mais il y en a qui ne consomment que de la junk, là, tu sais, au restaurant et en information. Ça, j'y peux rien, mais je pense pas que la société d'aujourd'hui est prête à ne pas avoir Radio-Canada, est prête à ne pas avoir la presse, le soleil. Tu sais, ça dépasse mon entendement et ça m'inquiéterait, pour rejoindre ce qu'on disait précédemment, cette sphère publique-là ne doit pas être désertée par un débat pertinent. Tu sais, à un moment donné, il faut que débat utile et essentiel à la société se fasse quelque part. Et on est les médiateurs de ça. En tout cas, on prétend l'être, peut-être gauchement, mais on prétend l'être. Voilà. On a tout appris. Ah, non, je pense pas. Merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue.